Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Il est des histoires qui glacent le sang, non pas parce qu'elles font intervenir des monstres aux dents acérées ou des créatures de la nuit, mais parce qu'elles se déroulent là où nous devrions nous sentir le plus en sécurité, au cœur même de notre foyer. Le récit que je m'apprête à vous livrer ce soir est celui d'une solitude. Non pas la solitude choisie de l'ermite, mais cette solitude imposée insidieuse, celle qui vous envahit lorsque ceux qui devraient être vos remparts deviennent vos geôliers. C'est l'histoire d'une vie de labeur, d'une maison en Normandie, bâtie pierre par pierre, et d'une confiance maternelle trahie de la manière la plus vile qui soit. Installez-vous bien, car ce que va vivre Solange, une femme que vous pourriez tous connaître, une voisine, une tante, peut-être même une mère, dépasse l'entendement. Imaginez, si vous le voulez bien, une fin d'après-midi de novembre, dans la campagne normande. Le ciel est bas d'un gris de plomb, et une pluie glaciale battante s'abat sur les toits d'ardoise. Il est 17 heures, mais il fait déjà nuit noire. Devant une imposante bâtisse en pierre meulière, une silhouette voûtée lutte contre les éléments. C'est Solange, 78 ans. Une femme digne, élégante, malgré l'âge, vêtue de son manteau de laine beige, celui qu'elle réserve pour les sorties en ville. Elle rentre du club des aînés où elle a passé l'après-midi à jouer au bridge, un des rares plaisirs qu'elle s'accorde encore. Ses mains raidies par l'arthrose et le froid mordant serrent un trousseau de clés. Elle connaît ce geste par cœur. Cela fait 50 ans, oui, un demi-siècle, qu'elle introduit cette clé en laiton dans la serrure de chêne massif de sa porte d'entrée. Mais ce soir-là, quelque chose ne va pas. La clé pénètre, oui, mais elle refuse de tourner. Solange insiste. Elle pense d'abord à une maladresse de sa part, à la fatigue, à ce froid humide qui engourdit ses doigts. Elle retire la clé souffle dessus, tente de réchauffer le métal et réessaye. Rien. Le mécanisme reste bloqué, inerte, hostile. L'eau ruisselle sur son visage, trempe son foulard de soie, s'infiltre dans son col. Elle commence à trembler non seulement de froid, mais d'une incompréhension paniquée. C'est sa maison. C'est son refuge. Comment sa propre maison peut-elle lui refuser l'entrée? Elle recule d'un pas lève les yeux vers la fenêtre du salon, là où une lumière chaude et dorée filtre à travers les rideaux de velours. Ce qu'elle voit alors va la marquer au fer rouge. À l'intérieur, près de la cheminée où crépitent les bûches qu'elle a elle-même commandées pour l'hiver, se tient Thomas, son fils, son unique enfant. Il est assis dans le fauteuil Voltaire de son défunt père, un verre de vin rouge à la main, le visage éclairé par les flammes. Il regarde vers la fenêtre. Il voit sa mère. Il la voit trempée minuscule, sous l'averse battue par le vent. Leurs regards se croisent à travers la vitre ruisselante. Et que fait-il? Se précipite-t-il pour ouvrir Couril, pour l'abriter? Non. Il prend une gorgée de vin lentement. Il repose le verre. Il ne bouge pas. Il la laisse attendre. 1 minute passe. Puis 2, puis 5. 5 minutes interminables, sous une pluie battante. Pour une femme de 78 ans, 5 minutes dans le froid normand, c'est une éternité. C'est une torture physique, mais plus encore, c'est une torture morale. Solange se demande si elle devient folle. Pourquoi ne vient-il pas? A-t-il perdu les clés, lui aussi? Est-il en colère? Dans sa tête, le tourbillon des questions est plus violent que la tempête dehors. Elle frappe à la porte d'abord doucement, puis de toutes ses forces. « Thomas, Thomas !» et maman ouvre. Sa voix se perd dans le hurlement du vent. Elle se sent soudain comme une mendiante devant le château d'un seigneur impitoyable. Sauf que le château, c'est elle qui l'a payé. Enfin, le verrou claque. La porte s'entr'ouvre. Une bouffée de chaleur et d'odeur de bois brûlé s'échappe de la maison, une odeur familière qui devrait la réconforter, mais qui ce soir-là lui semble étrangère. Thomas est l'agrand, la quarantaine, faussement juvénile, vêtu d'un pull en cachemire. Il la regarde de haut, un sourire indéchiffrable aux lèvres, un sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. « Maman, dit-il d'une voix douceâtre, presque surprise. « Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu as mis un temps fou à entrer. Je t'attendais pour le dîner. » Il ne s'excuse pas.
Il inverse les rôles, comme si c'était elle la coupable, comme si c'était elle qui avait traîné sous la pluie par plaisir. Solange entre ruisselante, claquant des dents. « La clé, balbutie-t-elle. La clé ne tourne pas, Thomas. J'ai essayé, je t'assure. » Le fils referme la porte, calmement tourne le verrou, un nouveau verrou brillant moderne qui jure avec le bois patiné. « Allons, maman, soupire-t-il comme on parle à un enfant capricieux. Tu as dû te tromper de clé. Ou alors tes mains tremblent trop. Tu sais bien que tu n'es plus aussi habile qu'avant. Allez, va te changer, tu vas salir le tapis. » Il ne l'aide pas à retirer son manteau. Il retourne à son fauteuil, à son vin, à sa chaleur volée. Et Solange, confuse, humiliée, monte l'escalier en se demandant si effectivement elle n'a pas perdu la raison. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment ce fils a pu laisser sa propre mère gelée sur le perron de sa propre demeure, il faut remonter le temps. Il faut comprendre qui est Solange. Solange est une femme de la terre, une femme de devoir. Avec Henri, son mari disparu il y a 10 ans, ils ont travaillé d'arrache-pied. Lui était artisan menuisier, elle tenait les comptes et s'occupait de l'intendance. Ils n'ont jamais pris de vacances extravagantes. Chaque franc puis chaque euro était mis de côté. Leur rêve, c'était cette maison, leur patrimoine, le fruit du labeur d'une vie entière qu'ils pensaient transmettre à leur fils unique comme un bâton de maréchal. Thomas lui a été élevé comme un petit prince. L'enfant tant attendu, l'enfant choyé. On lui a payé les meilleures écoles. On a financé ses études d'architecture à Paris. Solange et Henri voulaient qu'il ait la vie facile, cette vie qu'eux n'avaient pas eue. Mais l'ingratitude est souvent le fruit d'un amour trop aveugle. Thomas est devenu un homme brillant en apparence, mais creux à l'intérieur. Un architecte qui dessine des plans grandioses, mais ne construit rien, un homme qui préfère les raccourcis au travail. Et lorsqu'il a épousé Chloé, une femme plus jeune ambitieuse, au regard calculateur, Solange a senti un pincement au cœur, mais elle s'est tue. « Si mon fils est heureux, » se disait-elle. Tout a basculé il y a 2 mois. Un accident bête comme il en arrive tant. Une marche ratée, une chute dans l'escalier et le verdict tombe fracture du col du fémur. L'hospitalisation, l'opération, la rééducation. Solange s'est sentie soudainement vulnérable vieille. C'est à ce moment-là que Thomas et Chloé ont surgi. Ils habitaient un appartement étriqué en banlieue parisienne, croulant sous les dettes. Des dettes de jeu que Thomas avait soigneusement cachées jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Ils sont arrivés au chevet de Solange, avec des fleurs et des promesses. « Ne t'inquiète pas, maman, on va s'occuper de tout. On va venir habiter à la maison le temps que tu te remettes. On ne te laissera pas seule. » Solange a pleuré de gratitude. Elle s'est dit qu'elle avait mal jugé son fils, que dans l'épreuve les liens du sang se révélaient enfin. Dans un élan de générosité maternelle, et pour aider Thomas à redémarrer, elle a puisé dans ses dernières économies son assurance-vie pour éponger ses dettes d'affaires, comme il les appelait. 80 000 €. Les économies d'une vie de privation volatilisée en une signature. « C'est pour ton bien, pour que vous soyez tranquille », avait-elle dit. Elle pensait acheter la paix, elle finançait sa propre prison. Le retour de l'hôpital a marqué le début du cauchemar. La maison avait changé. Subtilement d'abord. Des meubles avaient été déplacés pour faciliter ta circulation, maman. Des bibelots auxquels elle tenait des souvenirs de Henri avaient disparu, relégués au grenier ou peut-être vendus, qui sait. Mais Solange n'a rien dit. Elle ne voulait pas être une charge, elle ne voulait pas être la vieille femme acariâtre qui se plaint alors que ses enfants se dévouent pour elle. Elle a avalé sa salive et elle a remercié. Puis il y a eu cette histoire de serrure. Quelques jours après son retour, Thomas lui a annoncé fièrement qu'il avait installé un système de domotique. C'est de la haute sécurité, maman. Avec tout ce qu'on voit à la télé, les cambriolages, les agressions de personnes âgées, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Il avait remplacé les vieilles serrures par des boîtiers électroniques, des codes des cartes magnétiques. Et il avait gardé le contrôle. « C'est trop compliqué pour toi, tu vas t'embrouiller. Laisse-moi gérer ça. »
Solange s'est retrouvée dépossédée de la clé de chez elle. Pour sortir dans son propre jardin, elle devait demander à Thomas d'ouvrir la baie vitrée. Pour aller chercher le courrier, elle devait attendre qu'il veuille bien déverrouiller le portail. La prison n'avait pas de barreaux, mais elle était hermétique. L'isolement s'est organisé avec une précision militaire. Le téléphone fixe, il ne marche plus très bien, la ligne est vieille. On va résilier et prendre un portable pour toi. Mais le portable n'est jamais arrivé. Ou alors il était toujours déchargé, en panne. Les visites, Thomas et Chloé faisaient de barrage. Quand Madame Lefèvre, la voisine et amie de toujours, venait sonner, Chloé ouvrait à peine la porte. « Solange se repose, elle est très fatiguée aujourd'hui. Le médecin a dit pas de visite. Elle vous rappellera. » Solange, du haut de sa chambre, entendait la voix de son amie, mais n'osait pas crier. Elle avait honte. Honte d'être ainsi séquestrée par sa propre chair. C'est alors qu'a commencé le jeu le plus cruel, celui que les psychologues appellent le gaslighting, ou détournement cognitif. C'est une destruction lente de l'esprit. Thomas et Chloé ne se contentaient pas de l'isoler physiquement, ils voulaient la briser mentalement. Ils voulaient qu'elle doute de sa propre mémoire, de sa propre santé mentale. Cela commençait par des détails anodins. Solange posait ses lunettes sur la table de chevet le soir. Le matin, elle n'y était même plus. Elle les cherchait partout, paniquée à quatre pattes, malgré sa hanche douloureuse. Finalement, Thomas arrivait, les sortait d'un tiroir de la commode à l'autre bout de la pièce et disait avec un air de pitié insupportable « Mais maman, elles sont là. Tu les as rangées hier soir, tu ne t'en souviens pas. Ça m'inquiète, tu sais. Tu as de plus en plus d'absence. » Solange protestait « Non, je suis sûre, je les ai mises sur la table. » Et lui de répondre en échangeant un regard entendu avec Chloé « Oui, oui, bien sûr, maman. Calme-toi. Ne t'énerve pas pour ça, c'est mauvais pour ton cœur. » À force de répétition, le doute s'installe. Et si c'était vrai, et si je perdais la tête comme la pauvre tante Jeanne? Puis il y a eu les médicaments. Solange prenait un traitement léger pour sa tension. Chloé s'est arrogé le droit de préparer le pilulier. Tu trembles trop, tu vas te tromper de dosage. Mais Solange se sentait de plus en plus vaseuse, fatiguée, l'esprit brumeux. Dormait-elle trop? Ou lui donnait-on quelque chose pour la faire dormir? Les jours passaient flous, identiques. Elle passait ses journées assise dans sa chambre, regardant la pluie tomber sur le jardin où elle avait planté ses rosiers qu'elle ne pouvait même plus aller tailler. Elle était devenue une ombre dans sa propre vie. L'objectif de ce manège cruel n'était pas seulement de la faire souffrir. Non, la cruauté gratuite est rare. Elle a souvent un mobile vil et bassement matériel. L'argent, le patrimoine, la maison. Thomas avait besoin d'argent encore et toujours. Et la maison de Normandie, cette grande bâtisse en pierre, estimée à un bon prix, était la solution à tous ses problèmes. Mais il y avait un obstacle, Solange. Elle était usufruitière, elle était propriétaire. Tant qu'elle était là, lucide et vivante, il ne pouvait pas vendre. Il fallait donc qu'elle parte, ou qu'elle soit déclarée incapable. La menace de l'EHPAD a commencé à planer comme un vautour. Au détour des conversations, lors des dîners silencieux, où seul le bruit des couverts résonnait, Thomas lâchait des petites phrases. « Tu sais, maman, cette maison est devenue trop grande pour toi. C'est dangereux, tous ces escaliers. J'ai visité une résidence senior formidable, très médicalisée. Tu y serais tellement mieux entourée de gens de ton âge en sécurité. » Solange se raidissait. « Je veux mourir ici, Thomas. C'est ma maison. Ton père et moi. » Il la coupait sèchement. « Papa n'est plus là. Et toi, tu n'es plus capable de gérer tout ça. Regarde-toi, tu ne trouves même plus tes lunettes. Tu deviens un danger pour toi-même. » La pression juridique s'est intensifiée. Un jour, Thomas est revenu avec des papiers, une liasse épaisse remplie de termes juridiques, complexes, d'articles, de lois, de clauses, en petits caractères. « C'est juste une procuration administrative, maman. Pour que je puisse aller à la poste, pour toi payer tes factures d'électricité, gérer la banque, puisque tu ne peux plus te déplacer. Signe là en bas. » Il lui tendait un stylo pressant. Mais Solange, malgré la fatigue, malgré les médicaments,
a gardé un réflexe de sa vie d'avant cette prudence de paysanne qui lit avant de signer. Elle a mis ses lunettes, qu'elle gardait désormais autour du cou avec un cordon, et a commencé à lire. Ce n'était pas une simple procuration pour le courrier. C'était un mandat de protection future, une délégation quasi totale de ses pouvoirs, incluant la gestion de son patrimoine immobilier. C'était la clé pour la mettre sous tutelle, pour vendre la maison sans son accord explicite, pour la placer en maison de retraite contre son gré. Ses mains se sont mises à trembler, mais de colère cette fois. « Je ne signerai pas ça, Thomas. Je ne suis pas folle. » Le masque du fils aimant est tombé d'un coup. Il a frappé du poing sur la table. « Tu vas signer. Tu crois qu'on va rester ici à te torcher éternellement. On a une vie, nous, cette maison est un gouffre. La dispute a été terrible. » Pour la première fois, Solange a vu la haine pure dans les yeux de son fils. Elle a compris qu'elle n'était plus une mère pour lui, mais un obstacle, un chéquier sur pattes, un objet encombrant dont il fallait se débarrasser. Elle a refusé de signer. Thomas a arraché les papiers hurlant qu'elle le regretterait, qu'elle finirait par supplier qu'on l'emmène. Il l'a renvoyée dans sa chambre comme on punit un enfant. Et cette nuit-là, il a fermé la porte de sa chambre à clé. De l'extérieur, nous voici arrivés au cœur de la nuit fatidique, celle du climax. Il est 2 heures du matin. La maison dort ou semble dormir. Solange est éveillée, assise sur le bord de son lit. Sa hanche la lance, mais l'adrénaline est plus forte que la douleur. Elle a soif. Elle se lève pour aller boire un verre d'eau dans la salle de bain, attenante, mais s'arrête net. Des voix étouffées mais audibles montent du rez-de-chaussée par le conduit de la vieille cheminée qui traverse sa chambre. L'acoustique des vieilles maisons réserve parfois des surprises providentielles. Elle s'approche de l'âtre froid, retient son souffle. C'est Chloé. Sa voix est aiguë, nerveuse. On ne peut pas continuer comme ça, Thomas. Elle ne signera jamais. Elle a la tête plus dure que je ne le pensais. Et les voisins commencent à poser des questions. J'ai vu la mère Lefèvre rôder autour du portail hier. Si elle appelle les flics, on est foutus. Le cœur de Solange bat à tout rompre. Ils ont peur. C'est une information capitale. La voix de Thomas répond plus grave, plus cynique, glaçante. « T'inquiète pas. J'ai appelé le docteur Maury, je lui ai dit qu'elle avait fait une crise de démence, qu'elle était agressive. Il va passer demain pour faire un certificat. Avec ça, et le témoignage qu'on a préparé, le juge des tutelles n'y verra que du feu. On la place en urgence en unité Alzheimer d'ici la fin de la semaine. Une fois qu'elle est là-bas, bourrée de calmants, on vend la baraque, on prend l'oseille et on se tire au soleil. Solange s'effondre silencieusement sur le tapis. Le plan est là, nu, brutal. Ils ne veulent presque pas la protéger. Ils veulent l'effacer. L'unité Alzheimer. La fin de vie entre 4 murs blancs oubliés de tous drogués pendant qu'ils dilapideront l'héritage d'Henri. Une colère froide, une colère de survie envahit Solange. « Non, murmure-t-elle, pas après tout ce qu'on a fait, pas comme ça. » Elle ne peut pas sortir, la porte est verrouillée. Elle n'a pas de téléphone. Elle est seule. Mais elle a encore sa tête. Et elle a une arme que Thomas a sous-estimé la vérité. Elle se traîne jusqu'à son matelas. Elle soulève le lourd sommier avec une force qu'elle ne se soupçonnait plus. Là, caché entre les lattes et le matelas, se trouve son vieux journal intime. Un cahier à couverture de cuir qu'elle tenait depuis des années. Elle l'ouvre à la date du jour. Ses mains tremblent, mais son écriture est déterminée. Elle commence à écrire. Elle ne raconte pas ses états d'âme. Elle dresse un procès-verbal. Heure par heure. Fait par fait. La clé changée. L'isolement. Les lunettes cachées, les menaces. La conversation de ce soir. Elle écrit toute la nuit. Elle y met ses tripes, sa mémoire, sa lucidité. Elle date, elle signe. C'est un testament de vérité. À l'aube, alors que les premiers rayons gris du jour filtrent à travers les volets, elle entend le bruit familier, le seul lien qui lui reste avec le monde extérieur, le moteur de la mobilette jaune du facteur. Il est 8h30. C'est Patrick le facteur, un homme du pays qui connaît tout le monde.
Il s'arrête toujours pour mettre le journal dans la boîte aux lettres, juste sous la fenêtre de sa chambre. Solange sait qu'elle n'a qu'une chance, une seule. Si elle rate son coup, Thomas trouvera le journal et ce sera fini. Elle s'approche de la fenêtre. Elle l'ouvre doucement. Les volets sont fermés, mais il y a ces fentes, ces persiennes. Elle voit le casque jaune de Patrick en bas. Il est en train de glisser le journal local dans la fente de la boîte. Solange prend un objet lourd sur sa commode, un vieux presse-papier en bronze. Elle respire un grand coup. Crac! Le bruit du verre brisé déchire le silence matinal. Solange a frappé la vitre de l'intérieur, puis a poussé le volet de toutes ses forces. Le bruit a fait sursauter le facteur qui lève la tête, effaré. Il voit cette vieille dame échevelée pâle, comme un spectre qui se penche à la fenêtre brisée. Elle ne crie pas, elle n'a plus de voix. Elle lance le cahier en cuir. Le journal intime tombe lourdement sur les graviers, juste au pied du facteur. « Lisez », parvient-elle à articuler dans un souffle. « Appelez les gendarmes ». Puis derrière elle, la porte de la chambre s'ouvre avec fracas. Thomas se précipite, l'attrape par les épaules, la tire en arrière. La fenêtre se referme violemment. Silence. Patrick, le facteur, est resté figé une seconde. Il a vu la terreur dans les yeux de la mère Solange. Il a vu la violence du fils. Il ramasse le cahier. Il l'ouvre au hasard, lit quelques lignes écrites d'une main tremblante. Ils veulent m'enfermer. Séquestration, danger de mort. Patrick ne finit pas sa tournée. Il enfourche sa mobilette et démarre en trombe, direction la gendarmerie de Dives-sur-Mer, à 3 kilomètres de là. À l'intérieur de la maison, c'est la panique. Thomas hurle. « Qu'est-ce que tu as fait, vieille folle? Qu'est-ce que tu lui as donné ?» Il la secoue. Solange, assise sur son lit, le regarde droit dans les yeux, calme, apaisée presque. « J'ai donné la clé, Thomas. La vraie clé. Celle de la vérité. Maintenant, tu ne peux plus rien faire. » Chloé déboule dans la chambre valise à la main, hystérique. On se tire, il faut partir. Mais il est trop tard. 20 minutes plus tard, les sirènes retentissent. Pas une voiture, mais 3. Les gendarmes ne prennent pas à la légère la séquestration de personnes vulnérables. Ils défoncent le portail sécurisé que Thomas avait installé. Ils entrent dans la maison. Ils trouvent Solange assise dans son fauteuil droite comme un i, et Thomas et Chloé en train d'essayer de fuir par le jardin arrière. Ils sont interpellés, menottés, plaqués au sol, dans la boue de ce jardin qu'ils voulaient vendre. L'image est saisissante. Le fils menotte au poignet passe devant sa mère, escorté par 2 gendarmes. Il baisse la tête. Il n'ose pas la regarder. Solange, elle le regarde. Il n'y a pas de haine dans ses yeux. Il y a une immense tristesse. La tristesse de celle qui a donné la vie à celui qui a voulu lui voler sa fin de vie. Un lieutenant de gendarmerie s'approche d'elle. Respectueux, il ôte son képi. « Madame, vous êtes en sécurité maintenant. Nous avons lu votre journal. C'est accablant. Nous allons avoir besoin de votre déposition officielle, mais prenez votre temps. L'épilogue de cette histoire est doux amer, comme c'est souvent le cas dans la vraie vie. La justice est passée. Thomas et Chloé ont été condamnés pour abus de faiblesse, séquestration et violence psychologique. La vente de la maison n'a jamais eu lieu. Le notaire convoqué a découvert les fausses procurations que Thomas s'apprêtait à utiliser. Solange a retrouvé la pleine possession de ses biens. Elle a fait changer les serrures le lendemain même. Elle a remis une bonne vieille clé en laiton, simple, solide. Mais la victoire a un goût de cendre. Solange vit toujours dans sa grande maison normande. Madame Lefebvre vient prendre le thé tous les jours. Le facteur s'arrête souvent pour prendre des nouvelles. Elle est libre. Elle est maîtresse chez elle. Mais le dimanche, quand midi sonne, la grande table de la salle à manger reste vide. Il n'y a plus de fils, plus de belles-filles, plus de promesses de petits-enfants. Il n'y a que le tic-tac de la vieille horloge comtoise qui égrène le temps qui reste. Solange a modifié son testament. Elle lègue tout son patrimoine à une fondation qui lutte contre la maltraitance des personnes âgées et à la SPA, car son vieux chien, lui, ne l'a jamais trahi. Elle a compris une leçon terrible, mais essentielle, le sang ne fait pas la famille.
La famille, c'est l'amour, le respect, la loyauté. Et quand ces valeurs sont bafouées, il faut avoir le courage, même à 78 ans, de dire non, de briser la vitre et de jeter la vérité à la face du monde. Alors je me tourne vers vous, chers auditeurs. Cette histoire vous a peut-être révolté. Peut-être vous a-t-elle rappelé des situations que vous avez vues de loin ou de près. L'ingratitude des enfants est un tabou, une blessure qu'on cache souvent par honte. Mais Solange nous a montré que le silence est le meilleur allié des bourreaux. Et vous? Avez-vous déjà senti ce vent froid de l'ingratitude souffler dans votre cou? Avez-vous dans votre entourage une Solange qui s'éteint doucement derrière des volets clos? Si c'est le cas, n'attendez pas qu'un journal intime tombe à vos pieds. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille. Car parfois, derrière une porte fermée à double tour, c'est toute une vie qui appelle au secours. Je vous laisse sur cette réflexion. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ceux qui vous ont aimé avant même que vous ne sachiez prononcer leur nom. Bonsoir.